Jean-Claude Martineau, je suis haïtien. Certains disent que je suis un historien, mais je ne crois pas que le titre me va. Je suis plutôt un étudiant d'histoire. D'ordinaire, je suis un artiste, je compose des chansons, des poèmes, je raconte des histoires et des contes. Et pourquoi maintenant je me lance dans des essais historiques? Quelque chose de très sérieux à mon avis. C'est parce que j'ai fini par réaliser que tout ce qu'on nous avait appris dans notre jeunesse, à l'école, tout ce qu'on nous avait donné comme vérité absolue, avait des buts très précis. Et dans le cas d'un Haïtien, d'un Noir, le but, c'est de donner très peu de valeur à qui vous êtes. Et alors, j'ai écrit le livre pour détruire, pour essayer de détruire certains mythes que nous avons dans notre histoire et dans notre société. Par exemple, on dit que Christophe Colomb a découvert notre île. Mais de quoi l'île était-elle couverte? Le problème est que comment peut-on découvrir une terre habitée? Et si nous pouvons voir, il est clair que nos historiens remontent en Europe pour nous parler de Christophe Colomb, de son époque, etc. Mais ils ne nous disent jamais d'où venaient les Taïnos, d'où venaient les Caraïbes. On a dû trouver ça dans d'autres histoires, avec d'autres auteurs. Lorsqu'on parle en Haïti de la période indienne de notre histoire, cette période ne vaut pas un paragraphe. Parce que on n'est pas remonté dans le passé des Indiens et 30 ans après la venue des Espagnols, il n'y avait plus d'Indiens sur l'île. C'est une époque, la période indienne, qui pratiquement n'existe pas. En plus, si nous allons un peu plus loin, de la traite négrière, nous avons un proverbe en Haïti, nègre trahit nègre depuis la Guinée. Ce qui veut dire le nègre a trahi le nègre depuis la Guinée en Afrique. Maintenant, d'où nous vient cette croyance? Parce que c'est fermement implanté en Haïti que ce sont les Noirs qui ont vendu des Noirs. Je devais aller un peu plus loin pour voir exactement quel était le mobile de ceux qui nous ont dit ça. Bien entendu, le résultat est clair. Nous ne nous faisons plus confiance parce que nous sommes des traîtres. Nous sommes racialement des traîtres. Quand on ne veut pas accepter ceci comme une vérité, on va fouiller. Et lorsqu'on fouille, on voit que ceci n'était pas possible. Parce que si les Européens, les marchands européens, achetaient des Noirs, avec quoi payaient-ils pour ces Noirs? Quelle monnaie européenne avait cours en Afrique à cette époque? Et en plus, on nous dit que certains petits rois de tribus sont venus vendre leurs prisonniers. La Deuxième Guerre mondiale, qui a fait à peu près 54 millions de morts, n'a pas fait autant de prisonniers que ceux qui ont traversé l'Atlantique pour venir dans les Amériques. Parce que au moins, il y a eu 14 millions d'Africains transplantés. Quelle guerre y avait-il en Afrique pour produire tant de prisonniers?
l'histoire, ce n'est pas seulement raconter. L'histoire, c'est raconter, comprendre, et l'histoire, c'est aussi une façon de raisonner. Nous devons savoir exactement pourquoi on écrit l'histoire. Ce ne sont pas les héros qui écrivent l'histoire, ce sont des historiens. Ce sont des gens avec des appartenances. Ce sont des gens ou bien riches ou bien qui veulent être riches. Ce sont des gens colonisés dans leur esprit ou ce sont des colonisateurs. Mais bien sûr, lorsqu'on écrit une histoire, on se choisit un public. Moi, voici le public que je me suis choisi. Ceux qui ont entendu tant de mensonges qu'ils arrivent à croire à leur propre infériorité. Je veux leur dire, on vous a trompé, on nous a trompés. Nous sommes un peuple qui a prouvé plus que tout autre peuple que nous avons une dignité humaine. Regardez l'exemple. Transportés de notre terre natale, venus en Amérique, nous avons réinventé le langage, nous avons réinventé la religion, nous avons réinventé tout ça, nous nous sommes adaptés au nouveau climat et dans des nouvelles conditions complètement différentes de ce que nous avions chez nous. Parce que quand on est noir, chez nous c'est l'Afrique. C'est de là que nous venons. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Mais il y a encore autre chose. Notre planète est en danger. Notre planète se désertifie. L'eau devient de plus en plus polluée, l'air de plus en plus pollué. Les espèces de plantes et d'animaux sont en train de disparaître. Et on nous dit que l'homme est responsable. Ce qui veut dire, moi aussi je suis responsable. Et toi aussi qui m'écoutes, tu es responsable. Pourquoi dit-on ça? Parce qu'on ne veut pas dire que c'est un système qui est responsable. Et ce système, c'est le système du plus grand bien au plus petit nombre. C'est ce système-là qui pollue l'eau, qui pollue l'atmosphère et qui détruit la planète. J'ai écrit ce livre dans un espoir que d'autres auteurs, avec les mêmes soucis que moi, venant de divers coins du monde, écriront les mythes qu'on a créés pour leur société. Et alors nous nous mettrons ensemble pour sauver ce seul habitat que nous avons. C'est leur système est une attaque contre notre mère, la Terre. Et nous devons défendre notre mère et notre habitat. Parce que c'est sur elle que se repose tout. Nos cultures, nos musiques, nos poésies, tout dépend de notre environnement et dépend de notre terre. Nous avons le devoir de la défendre, quel que soit le risque, et nous la défendrons. J'ai dit dans le livre que la force militaire, l'absence d'une force militaire dans un pays donné ne garantit pas l'indépendance. Parce que le concept d'indépendance, c'est quelque chose que nous n'avons pas réellement maîtrisé. L'indépendance veut dire vivre dans son pays, vivre avec ses moyens, vivre parmi les siens, pratiquer les croyances que nous avons chez nous
et manger de ce que nous produisons sur notre terre. C'est ça l'indépendance. Mais l'indépendance aussi, c'est prendre des décisions basées sur nos intérêts, pas les intérêts des autres, mais nos intérêts. L'Occident a occupé pas mal de pays dans le monde, mais parfois, l'Occident a réalisé que la domination militaire ne suffit pas pour garder un peuple opprimé à sa place. Alors on choisit une autre façon de faire. Cette autre façon, c'est la domination culturelle. Elle est plus souple, elle dure plus longtemps et elle se fait des adeptes. Et voilà pourquoi, parfois, il retire la force militaire et choisit parmi nous ceux qui doivent gérer notre territoire, notre pays, comme un gérant d'un maître absentéiste. Alors voilà pourquoi la force militaire n'est pas la meilleure façon parfois de maintenir un peuple soumis. Quel est le rapport de la Révolution française avec la Révolution haïtienne? Eh bien voilà. La France, se combattant elle-même, les classes sociales étant en lutte, les opinions changent et la puissance de la France sur la colonie a diminué. Disons que les forces françaises étaient occupées ailleurs. Cette étincelle a provoqué un remous parmi les affranchis, parce que les affranchis étaient ceux qui pouvaient comprendre le mieux ce qui se passait en France. C'était en majorité des mulâtres, des fils de blancs, et certains avaient fait leurs études en France. Ils savaient ce qui se passait en France. Alors, ils voulaient demander que cela s'applique à eux dans la colonie. Ils voulaient avoir les mêmes droits que les Blancs dans la colonie de Saint-Domingue. Mais les Blancs refusèrent, les Blancs de Saint-Domingue refusèrent. Mais pendant ce temps, ceux qui vont faire la révolution ne semblaient pas être au courant de ce qui se passait. Pourtant, ils le savaient, ils l'ont senti. Ils ont senti la préoccupation des Blancs avec les affranchis. Ils ont senti la préoccupation des affranchis envers les Blancs. Ils ont senti la préoccupation qu'il y avait entre les petits Blancs et les grands Blancs. Et alors, ils ont vu l'injustice par où ils doivent passer. Et c'est ce qui a favorisé la révolte des esclaves. Il y avait moins de résistance contre eux parce que ceux qui étaient à un degré ou un autre les ennemis de leur liberté étaient occupés ailleurs. Ce ne sont pas les idées de la Révolution française qui ont triomphé en Haïti, parce que la Révolution haïtienne est allée plus loin. Lorsque les Français disaient liberté, égalité, fraternité, ils pensaient toujours que le noir, il n'était pas question de noir. Lorsque les mulâtres parlaient de liberté, égalité, fraternité, l'un de leurs leaders, qui s'appelait Jean-Baptiste Chavannes, leur avait dit d'inclure la liberté générale des esclaves dans leurs revendications. Mais sa proposition a été rejetée parce que les mulâtres pensaient que ce serait mieux pour eux
de limiter leurs demandes aux intérêts immédiats de leur classe. Donc, ils n'avaient pas l'intention de s'allier aux esclaves pour cette révolution. Les esclaves ont vu les hésitations, les querelles et les antagonismes qu'il y avait entre ces classes, et alors ils ont décidé que c'était notre moment. Et ce qu'ils ont fait a dépassé la Révolution française parce que c'est la classe la plus basse de la société domingoise qui a conduit la Révolution et a abouti à l'indépendance. Les divisions qu'il y a dans une société, ce sont des divisions voulues par les maîtres de cette société, que ce soit avant 1804 ou que ce soit après 1804 ou même aujourd'hui. Diviser pour régner, c'est quelque chose de permanent et d'absolu. Si vous mettez 4 personnes en face de vous et vous enfoncez un poignard dans leur ventre, à la même profondeur, avant longtemps, ils s'uniront et ils vous attaqueront. Mais si vous donnez une égratignure à celui-ci, vous donnez un pouce de poignard à celui-ci, 2 à celui-là et 3 à celui-là, ils seront beaucoup plus préoccupés à ne pas tomber dans la catégorie inférieure. Et alors, c'est ce qui est arrivé à Saint-Domingue. Lorsque le noir se savait créole, il s'imaginait qu'il était supérieur à celui qui vient d'Afrique. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est parce que le blanc savait que l'Africain était plus dangereux. Il n'était pas encore dompté. Il résistait plus et refusait l'esclavage. Tandis que le créole né dans la colonie avait fini par comprendre que c'était ça la vie. Aujourd'hui encore, nous avons les mêmes choses. Dans toutes les sociétés de classe, la division se fait pour une seule raison, dominer. Par exemple, aux États-Unis, on peut voir un noir et un blanc travailler côte à côte et le blanc gagne $1 par heure de plus que le noir. En Haïti, on essaie de nous diviser de toutes les façons possibles et imaginables. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait partout. S'il y a des religions, on vous divise d'après les religions. S'il y a des couleurs, on vous divise d'après les couleurs. Mais il faut vous diviser. En Haïti, on oppose le catholicisme au vaudou et on oppose le mulâtre au noir et parfois ceux du nord se croient supérieurs à ceux du sud supérieurs à ceux de l'ouest, etc. Tout ça n'a qu'une seule raison d'être. Diviser pour régner. Faites qu'on comprenne mal qui est le vrai ennemi et on s'attaque à quelqu'un qui en fait ne peut même pas vous nuire. Mais vous vous attaquez à cette personne parce que vous avez une teinte de peau qui est différente de la sienne. Si j'avais ça dans ma famille, il y aurait un problème certain. J'ai des frères qui sont beaucoup plus foncés que moi et des sœurs qui sont beaucoup plus claires que moi. Donc je me demande comment dans une seule famille peut avoir des enfants qui soient supérieurs à certains autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans la vie. Nous devons recommencer à nous enseigner qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine, ni 2 ni 3. Mais il y a des classes. Et les classes
ce ne sont pas les couleurs, ce ne sont pas les régions, c'est la place que quelqu'un occupe dans la production d'un pays. Tout ce qu'on vous dit, par exemple, la classe des riches, la classe moyenne, etc., comme s'il s'agissait de quelque chose de géographique. Ce n'est pas ainsi qu'on doit voir les classes. Les classes sont déterminées par le rôle qu'ils jouent dans la production et dans la distribution des richesses d'un pays donné. Ceux qui ont dirigé Haïti depuis la mort de Dessalines l'ont dévié de la route qui était tracée devant elle. C'était une route de liberté. Elle n'était pas parfaite, mais c'était la direction à prendre. Lorsque Dessalines eut à dire « Et les pauvres Noirs dont les pères sont en Afrique, ils n'auront donc rien », c'était à l'occasion de discussions pour déterminer comment on va distribuer la terre. Si cette question était répondue, on serait beaucoup plus loin maintenant. Mais la question n'a pas été répondue. Lorsque, par exemple, Henri Christophe, roi du nord d'Haïti, faisait capturer les bateaux négriers pour libérer les otages qui s'y trouvaient, c'était là la voie tracée par nos ancêtres. Ils avaient une idée très claire de ce que la liberté devait être. Ils ne pouvaient pas et ne savaient pas comment développer le pays, parce que la plupart de nos leaders étaient des anciens esclaves illettrés, mais dans leur cœur, l'idée de la liberté, c'était quelque chose de très solide et de très bien défini. Nous avons, en Haïti, trahi comment dirais-je, le dessein des fondateurs de la nation. Nous avons dévié de la route qu'ils avaient tracée. Mais est-ce que tout est perdu? Je ne crois pas. On a vu tout au cours de notre histoire des soubresauts. On a vu des leaders apparaître. Et ces leaders-là ont fait leur possible pour remettre Haïti sur son orbite. On peut parler de leaders comme Lysius Félicité Salomon, comme Nissage Saget, Boisson Canal, Dumarsais Estimé, pour ne citer que cela. Ils n'ont pas réussi, ou certains ont réussi à moitié et n'ont pas complété ce qu'ils voulaient faire. Mais ces soubresauts nous annoncent qu'il y en aura d'autres. Et un jour, nous finirons par trouver la formule qui nous amènera à la victoire. C'est possible que moi, je ne le vois pas. Mais je garde la ferme conviction qu'Haïti restera une nation, qu'elle restera une nation noire et qu'elle s'approchera de plus en plus de son origine qui est africaine.